Nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo à l'alternative au test de Student pour échantillons indépendants, le test de Mann-Whitney. Le test de Mann-Whitney offre une alternative non paramétrique au test de Student pour échantillons indépendants. Le test de Student, c'est un test de comparaison de deux moyennes qu'on peut réaliser lorsque certaines conditions sont remplies. Les conditions d'application pour pouvoir procéder au test de Student sont les suivantes. Les distributions qu'on va comparer doivent suivre la loi normale. Les données dont on dispose proviennent d'échelles quantitatives ou numériques, et il faut que les variances soient homogènes, c'est la condition d'homocédasticité. Il existe deux variantes au test de Mann-Whitney. La variante qu'on applique lorsque les effectifs des deux séries de données sont inférieurs à 21, vont jusqu'à 20 maximum, et le cas grands échantillons lorsque les effectifs d'une ou de l'autre série de données dépassent 20. Dans le cas de cette vidéo, nous allons nous centrer sur le cas grands échantillons. Alors quand utiliser le test de Mann-Whitney ? Quand on veut comparer deux séries de données numériques, mais que les conditions d'application pour procéder au test de Student pour échantillons indépendants ne sont pas respectées, par exemple la distribution ou les distributions sont asymétriques. Quand on veut comparer deux séries de données issues de variables ordinales, il faut que les groupes soient indépendants pour choisir le test de Mann-Whitney. Quelle est la logique générale de ce test ? Eh bien, le test de Mann-Whitney fonctionne en ordonnant toutes les valeurs observées de la plus petite à la plus grande, puis en remplaçant les valeurs initiales par leur rang d'apparition. Le rang d'apparition, c'est tout simplement l'ordre dans lequel vont apparaître les données des deux échantillons lorsqu'ils sont réunis et triés. Et c'est sur ces rangs que seront calculées les statistiques. Ce test est donc basé sur l'analyse de l'enchevêtrement des observations des deux échantillons. S'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, les rangs élevés et faibles devraient apparaître de façon homogène entre les groupes. Donc comment faire pour procéder à ce test ? Nous allons prendre un exemple. Considérons la situation suivante. Un chercheur se demande si le fait de faire une séance de sport pendant la journée va contribuer à diminuer le rythme cardiaque pendant la nuit. Sachant que la littérature identifie la pratique sportive comme un facteur favorisant la diminution du rythme cardiaque au repos, il pose l'hypothèse qu'une séance de sport favorisera la diminution du rythme cardiaque pendant la nuit. Il constitue donc deux groupes de participants. Le premier a fait une séance de sport pendant la journée, mais pas le deuxième groupe de participants. Dans les deux cas, on va mesurer le rythme cardiaque pendant la nuit. On obtient donc les données suivantes qui sont détaillées ci-après, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la séance de sport a-t-elle permis de faire baisser le rythme cardiaque pendant la nuit ? Donc si nous avons ces données-là, nous avons donc deux séries de données à comparer, nous devrions nous tourner vers le test de Student pour échantillons indépendants. Ici, nous allons préciser que les conditions pour réaliser un test paramétrique ne sont pas remplies. Admettons qu'on vérifie et qu'on se rende compte que les données ne sont pas distribuées normalement. Nous allons donc nous tourner vers une alternative non paramétrique. Ici donc le test de Mann-Whitney, pour déterminer si H0 peut être rejeté au seuil alpha de 5%. Quelles sont les étapes pour la réalisation de ce test ? Nous allons commencer par poser les hypothèses statistiques. La question était la suivante. La séance de sport a-t-elle permis de faire baisser le rythme cardiaque pendant la nuit ? Cette hypothèse correspond à une hypothèse orientée. C'est donc une hypothèse unilatérale. Nous pouvons donc poser H0 selon laquelle le rythme cardiaque est identique entre les deux conditions. Et nous posons l'hypothèse alternative selon laquelle le rythme cardiaque sera donc inférieur pour les individus de la condition sport. Nous allons ensuite calculer la valeur de décision. Nous allons donc calculer ici la valeur du U de Mann-Whitney pour nos deux séries de données, U1 et U2. Une fois que nous aurons fait ceci, nous allons considérer le minimum des deux valeurs calculées. Nous allons donc considérer U minimum. On va ensuite calculer la valeur critique. Il s'agirait ici d'estimer la valeur critique à l'aide d'une statistique Z de la loi normale centrée réduite. Enfin, nous prendrons une décision, mais H0 ici sera rejeté si le Z que nous aurons estimé à l'étape précédente, considéré en valeur absolue, est supérieur à 1,64 pour une hypothèse unilatérale ou 1,96 pour une hypothèse bilatérale. Donc nous allons maintenant voir comment calculer la valeur de décision directement avec notre exemple. Alors admettons que nous recueillons les données suivantes. La première chose à faire pour calculer la valeur de décision, la valeur du U de Mann-Whitney, sera de remplacer les valeurs par les rangs d'apparition, c'est-à-dire tout simplement l'ordre dans lequel elles arrivent, les valeurs quand elles sont toutes regroupées et ordonnées de la plus petite à la plus grande. Alors ici, la valeur 45 arrive en première position. C'est la plus petite valeur lorsque toutes les données sont hiérarchisées de la plus petite à la plus grande valeur. Elle concerne la série sport, donc je vais noter la position de cette valeur qui arrive en première position dans la bonne colonne, la colonne qui est associée à la condition avec sport.
Cette valeur arrive donc en première position, je lui attribue donc le rang 1. Le score 46 apparaît 2 fois. Ces deux scores devraient correspondre au rang 2 et 3. Effectivement, ces deux valeurs arrivent en deuxième et troisième position. Mais puisque l'ordre d'apparition de ces deux valeurs sont interchangeables, on va donc leur attribuer la moyenne des rangs que ces deux données devraient avoir, soit 2 plus 3 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5. Donc ici, on attribuera à ces deux valeurs qui arrivent ex aequo le rang moyen de 2,5, c'est-à-dire la moyenne entre les places 2 et 3. Alors attention, puisque ensuite nous devrons repartir de la place 4, nous venons juste d'attribuer les places 2 et 3. Les valeurs 46,5, 47 et 47,5 arrivent respectivement en 4e, 5e et 6e position. On va donc leur attribuer les rangs 4, 5 et 6. Ces valeurs ne sont pas ex aequo, donc nous leur attribuons leur rang entier. Le score 48 apparaît ensuite 5 fois. Ces scores devraient donc correspondre aux rangs 7, 8, 9, 10 et 11, puisque ces valeurs arrivent respectivement en position 7, 8, 9, 10 et 11. Mais comme l'ordre d'apparition de ces différents scores sont interchangeables, on va donc leur attribuer la moyenne des rangs qu'ils devraient avoir, soit 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11, c'est-à-dire les places 7, 8, 9, 10, 11, divisé par 5, soit 9. Donc ici, nous avons simplement fait la moyenne entre les places 7, 8, 9, 10 et 11 que ces données auraient dû avoir pour attribuer à toutes ces valeurs qui sont ex aequo le rang moyen ou la place moyenne de 9. Alors attention, ensuite il faudra repartir de la place 12, puisque nous venons juste d'attribuer les places 7 à 11. Et donc ainsi de suite pour l'ensemble des données, pour chaque série de données, attribuer donc les rangs que prennent les valeurs. Et pour les ex aequo, il faut simplement considérer le rang moyen en faisant donc la moyenne des places que les données devraient avoir. Il nous faut ensuite calculer la somme des rangs pour chacune des séries de données. Nous trouvons ici 400 pour la première série de données et 503 pour la deuxième série de données en additionnant les rangs que nous avons donnés à l'étape précédente. Il faut ensuite retrancher le minimum de la somme des rangs à cette quantité pour obtenir U1 et U2. Ce minimum de la somme des rangs s'obtient avec la formule grand N multiplié par grand N plus 1 divisé par 2. Alors grand N, ça correspond à l'effectif total pour chaque série de données, soit combien il y a de données dans les séries respectives. Donc pour la première série de données, nous comptons 21 données. Grand N est donc égal à 21 ici. Le minimum de la somme des rangs pour cette première série de données correspondra donc à 21 fois 21 plus 1, 22, divisé par 2, ce qui est égal à 231. Pour la deuxième série de données, nous comptons 21 données. Grand N sera donc égal à 21, ici aussi pour la deuxième série de données. Et donc le minimum de la somme des rangs pour cette deuxième série de données correspondra donc à la même chose, soit 21 fois 22 divisé par 2, soit 231. Pour obtenir U1 et U2, il s'agit simplement de retrancher 231 à la somme des rangs obtenus pour chacune des séries de données. Donc pour la première série de données, U1 sera égal à 400 moins 231, soit 169. Et pour la deuxième série de données, U2 sera égal à 503 moins 231, soit 272. Nous allons ensuite procéder à l'étape du calcul de la valeur critique. Effectivement, ici, on ne va pas pouvoir lire la valeur critique directement dans la table de Mann-Whitney, puisque la table de Mann-Whitney va jusqu'à un effectif de 20 maximum par série de données, et ici nous avons 21 données dans chacune des séries. Donc on ne pourra pas se servir de la table de Mann-Whitney, mais on va pouvoir estimer la valeur critique à l'aide d'une statistique Z de la loi normale centrée réduite. Effectivement, à partir du moment où une des deux séries de données contient un effectif qui va dépasser 20, eh bien U va se rapprocher d'une loi normale ayant ses paramètres pour la moyenne et l'écart type. Et donc, si on veut estimer la valeur critique à l'aide d'une statistique Z de la loi normale centrée réduite, eh bien, il n'y a plus qu'à remplacer par ces paramètres dans notre formule du Z, qui est celle-ci. Alors Z correspondra ici à la formule suivante. Il suffira de se rapporter à la loi normale pour interpréter la valeur obtenue. Ici, puisque l'effectif de la première série de données et l'effectif de la deuxième série de données sont toutes les deux supérieurs à 20, eh bien nous allons donc être dans ce cas grands échantillons et il va falloir calculer la valeur critique à l'aide de notre statistique Z de la loi normale centrée réduite avec donc cette formule. Si nous remplaçons par les données que nous avons obtenues dans notre exemple, U minimum correspond à 169, l'effectif de la première série de données correspond à 21, l'effectif de la deuxième série de données correspond aussi à 21. Et donc, voici ce que nous devrions trouver. Nous devrions donc obtenir une valeur de Z égale à moins 1,29. Comment nous allons prendre une décision ici ? Eh bien, si on a une hypothèse qui est unilatérale, nous allons
rejeter H0 dès lors que la valeur de Z considérée en valeur absolue sera supérieure à 1,64. La valeur de Z considérée en valeur absolue, c'est simplement la valeur obtenue en faisant abstraction du signe. Si nous avons une hypothèse qui est bilatérale, on va rejeter H0 dès lors que la valeur du Z considérée en valeur absolue, c'est-à-dire donc sans son signe, sera donc supérieure cette fois-ci à 1,96. Ici, nous avions dans notre exemple une hypothèse qui était unilatérale. On se demandait si la séance de sport a permis de faire baisser le rythme cardiaque pendant la nuit. Et comme c'est une hypothèse qui est orientée, nous orientons le sens de la différence attendue ici, nous allons considérer le seuil donc de 1,64. Le Z que nous avons calculé à l'étape précédente, considéré en valeur absolue, est égal donc à 1,29. Et donc, cette valeur est inférieure au Z critique donc de 1,64 au seuil de 1,64. Ici, H0 ne pourra donc pas être rejeté au seuil alpha de 5% pour une hypothèse unilatérale. Alors si jamais on ne se rappelle pas des seuils à prendre en compte pour pouvoir prendre une décision, 1,64 pour une hypothèse unilatérale, 1,96 pour une hypothèse bilatérale, on peut passer par une autre méthode. Il faut simplement dans ce cas-là lire la probabilité qui est associée au Z calculé, le Z toujours considéré en valeur absolue, dans la table de la loi normale qui correspond au type d'hypothèse que nous testons. Ici donc nous testons une hypothèse qui est unilatérale et nous allons donc consulter une table de la loi normale unilatérale. Donc pour Z de 1,29, on considère le Z calculé précédemment en faisant abstraction de son signe moins, on va trouver une proportion de 0,09853, c'est-à-dire 9,853%. Il s'agit simplement de multiplier par 100 le résultat qui est donné dans la table de la loi normale. 9,853% est supérieur à 5%. Et donc, H0 ne peut pas être rejeté, les différences ici ne peuvent pas être considérées comme significatives. Ici, on remarque que plus le Z est élevé, plus la proportion associée dans la table diminue. Si nous prenons un exemplaire de la loi normale dans sa version unilatérale, nous nous rendons compte que pour tous les Z qui sont supérieurs à 1,64, qui correspondent à la partie basse du tableau, toutes les proportions associées vont être inférieures à 0,05, inférieures à 5%. Ici, le résultat du test sera considéré comme significatif. Inversement, pour tous les Z qui sont inférieurs à 1,64, les proportions associées vont être supérieures à 0,05, supérieures à 5%. Le résultat du test ici sera considéré comme non significatif. Nous pourrons proposer ce type de rédaction pour conclure sur ce test. U1 et U2 égale respectivement à 169 et 272, U minimum correspondra à la plus petite de ces deux valeurs, soit 169. Ici, comme nous sommes dans un cas grands échantillons et que nous ne pouvons pas utiliser la table de Mann-Whitney, nous allons donc estimer la valeur critique à l'aide d'une statistique Z de la loi normale centrée réduite avec les paramètres suivants et nous obtenons moins 1,29. À chaque fois, il s'agit de considérer la valeur absolue de ce Z, c'est-à-dire 1,29. Nous faisons abstraction du signe moins de ce résultat. Et puisque 1,29 est inférieur à 1,64, H0 ne peut pas être rejeté. Le résultat du test ici est non significatif. On peut tout aussi bien proposer que pour un Z égal à 1,29, on trouve une proportion de 0,09, ce qui est supérieur à 0,05. Pour conclure, on ne pourra pas affirmer, au risque alpha de 5%, que la séance de sport a permis de faire baisser le rythme cardiaque pendant la nuit.